Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 39 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Florinette. Bonsoir Antoine. Ah oui, ce soir c'est toi qui m'accompagne, parce qu'on alterne avec Jérôme une semaine sur deux et j'en profite pour faire repasser tous les habitués de Miasme TV. Et puis bon, pour le coup, toi Florinette, tu es une grande habituée, hein, t'as ton émission, d'ailleurs très très bonne émission si vous ne l'avez pas vue, que nous avons mis en ligne lundi sur les fleurs de Bach. Vraiment très sympa comme sujet, on a appris plein de choses et puis voilà, en plus tu t'apportes une aide qui est non négligeable pour les personnes qui font appel à toi. Voilà, donc je vous conseille de regarder cette émission si vous l'avez manqué, elle est indispensable. Mais ce soir, on va parler d'insolite. Tu vas revenir sur un petit sujet que j'avais évoqué dans Mimi numéro 9 de la première saison, sur une espèce de pluie fantôme, voilà, qui m'était arrivée au Père-Lachaise. Voilà, tu vas revenir sur ce sujet. Tu vas parler d'une machine qui fait aussi la pluie et le beau temps, si j'ai bien tout compris. Tu nous expliqueras ça. Et puis moi je viendrai sur un sujet d'actualité qui, je pense qu'il va un petit peu énerver tout le monde, en tout cas tous nos amis bretons et tous nos amis amoureux de la pierre. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler aux infos, parce que c'est même passé aux infos. Et enfin, on fera un petit tour du côté d'Elon Musk. Voilà pour le programme de ce soir. Et bien entendu, le courrier des lecteurs. Écoute, on pourrait peut-être même commencer par ça, histoire de se mettre dans le bain. Alors, Florinette, c'est Georges qui nous a envoyé plusieurs clichés qu'a réalisé sa sœur qui vit sur l'île de la Réunion. Et tu vas me dire ton avis sur ces clichés, parce que moi, ma première impression, ça a été de dire bon, c'est un effet flair, c'est un effet de lentille, un effet lenticulaire sur les appareils numériques. Mais je vais te... Voilà. On va déjà regarder la photo ensemble et tu vas me dire ce que tu en penses. Parce que, à force d'examiner la photo, j'ai un peu changé d'avis. Alors, tu vois, ça se passe dans un parc. Je vais te montrer une vue un petit peu plus d'ensemble de cette photo qu'il m'a envoyée 4 fois, mais qui a été prise à des... Même angle, non? Pas tout à fait sous le même angle, là. On voit que ça bouge un petit peu, c'est dans la même, on va dire, direction. Mais ce sont 4 clichés qui ont été pris successivement. Alors, malheureusement, j'ai pas tous les détails, donc pensez à m'envoyer le contexte des photographies que vous nous envoyez, parce que c'est important pour pouvoir faire l'analyse. Voilà, c'est au moins le jour. Là, ce qui aurait été intéressant, c'est savoir l'heure par rapport à la position du soleil. Ça peut être soit le matin vers 10h, soit le soir. Alors, sur l'île de la Réunion, le soleil se couche à 5h, donc on pourrait être en milieu d'après-midi. Et tu vois, c'est cette petite tache bleue qui est là. Et très rapidement, je me suis dit, c'est pas un effet lenticulaire. Parce qu'elle est derrière les feuilles. Ouais, c'est ça, ouais. Et il s'est approché après? Il est allé voir ou pas? J'ai pas l'information. Alors Jérôme serait là, il nous dirait c'est un lapin crétin, parce que là on a deux petites oreilles en train de mordre un truc. Non, mais c'est vrai que c'est étrange. Mais c'est vrai qu'on a envie de demander, mais quand on prend une photo comme ça, on va voir, est-ce que cette lumière, c'est vrai qu'on est attiré pour se dire, mais qu'est-ce que c'est, quoi? C'est ça. Tu vois, on a vraiment l'impression d'avoir un visage. Ouais, c'est assez étrange. Donc en dehors effectivement de cet effet un peu pareidolique, c'est surtout la présence de cette orbe bleue qui est assez lumineuse et assez importante, et qui est derrière les feuilles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, bon, les amis, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des spécialistes de la photographie qui nous regardent et qui ont des explications qui sont valables. Mais en tout cas, voilà, là, c'est pour le coup, on a vraiment une photographie qui est derrière, quoi, une déformation, une anomalie singulière qui se trouve derrière le feuillage. Donc, pour moi, on n'est Bah, pas surtout que sûr.
pour la photographier comme il a fait, il la voyait. Ben, c'est la question que je lui ai posée, effectivement. Je lui ai demandé si sa sœur voyait, parce que c'est sa sœur qui a pris la photographie depuis l'île de la Réunion, si sa sœur s'était arrêtée, avait pris la photo parce qu'elle voyait quelque chose. Après, oui, en clair, là, alors on est face au soleil, donc on peut se dire c'est un effet de... Mais le sujet en lui-même, l'arbre comme ça face au soleil, pourquoi pas? Ouais, non, tout à fait. Surtout Mais qu'elle l'a prise 4 fois, donc pour moi, c'est qu'elle la voyait. Parce que faire 4 fois la même c'est ça, vue, je vois pas trop l'intérêt. c'est tout à fait ça. Donc ouais, affaire à suivre, quoi, parce que là, mais c'est vrai que c'est étrange, hein. Voilà. Donc voilà pour cette première photographie. Donc vous pouvez nous envoyer vos photos, vos vidéos sur l'adresse suivante, lejournaldbn@gmail.com. Elle s'affiche en dessous de moi. La seconde, c'est Esther qui nous a envoyé ses photographies. Donc, je sais, il y a parmi vous des personnes qui ne sont pas fans des pareidolie. D'ailleurs, je salue un des amis qui nous suit très régulièrement et qui nous demande si à chaque fois on consomme des substances particulières pour voir ces choses. Non, promis, nous ne sommes animés que par la curiosité, l'imagination et cette envie de croire un petit peu au merveilleux. Et du coup, ça nous permet bien de recevoir des photographies, de la matière qu'on n'aurait pas pu prendre par nous-mêmes. Et je trouve ça super intéressant. Comme donc cette photo-ci du double arc-en-ciel, on a déjà eu plusieurs photographies de double arc-en-ciel, où là, effectivement, au milieu de ce double arc-en-ciel, il y a une forme un petit peu étrange. Voilà. Comme un profil. Ouais. Alors on peut y voir plusieurs choses. Là, effectivement, soit un visage d'E.T., voilà, soit un peu plus dézoomé, on peut y voir une espèce de félin, là, avec les yeux, la truffe, une oreille là, Ah oui, une oreille d'accord, là. ça y est. Ouais. Voilà. En tout cas, ce nuage là est très, très particulier et en dessous de ce double arc-en-ciel. Est-ce que ça a une signification? Je ne sais pas. En tout cas, c'est assez intéressant. Oui. La suivante, alors celle-ci elle est rigolote. Bon là, effectivement, là c'est... On dirait une espèce de gros asticot. Je me suis demandé limite si ces deux petits yeux là avaient pas été positionnés exprès. Bon, après j'ai vu qu'il y en avait un autre, espèce de champignon là, etc. Bon. La nature s'amuse aussi, hein. Bah, exactement, la nature s'amuse, donc ça c'était plutôt rigolo. Donc là oui, on est sur la pareidolie. Mais quand même, ici, là, il y a un petit sujet. Je sais pas si tu le vois, Florinette. Oui, si, je le vois, oui. Un petit raton laveur. Oui. Oui, là, on le voit bien, oui. Il est plutôt sympa. Donc souvent, effectivement, dans la nature, on est attiré par quelque chose qui nous attire l'œil, on prend en photo, mais c'est pas le sujet principal. Il y a souvent des petites choses un petit peu cachées. Voilà, il y en a peut-être d'autres. J'ai pas cherché plus loin sur cette photographie. Parce que là, moi, je trouvais déjà ce raton laveur plutôt sympa. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien ces deux gros yeux là. Donc voilà. Allez, la dernière. Alors celle-ci, elle est particulière. Alors c'est pareil, j'ai demandé à Esther qu'elle nous précise le lieu. J'aurais bien aimé savoir dans quelle église ça a été pris. Ça va se trouver ici dans les reflets. Donc là, sur ce bois laqué, tu vas voir, il y a des reflets de lumière. Et on peut y voir deux choses. Alors moi ici, déjà, j'y vois, mais c'est pas très distinct, une espèce d'humanoïde qui fait un signe comme ça, avec les mains. Là on voit les deux doigts, mais avec des petites boules au bout des doigts. Tu vois, petite fourche sinon. Mais c'est pas celle-ci la plus impressionnante. Hop,
ça va être en dessous. Ah, comment je vais faire pour... Pardon, on va rezoomer comme ça. Là ici, il y a carrément... Et là, je vois, ouais. Il y a carrément un visage. Ah, il y a un visage, ouais. Il y est. Et c'est pas le reflet du photographe. Hein. Non. Et enfin, il y en a encore un autre visage. Et c'est vraiment très bizarre, hein, parce que ça se fait comme ça dans ces reflets de lumière, comme si c'était un portail qui s'ouvrait. Et là aussi, il y est. Tout à fait, aussi, il y a un visage. Oui, il y a un visage, ouais. Voilà. Bon, et souvent, dans ces lieux sacrés, il y a toujours des choses qui se passent. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Paris d'Olive, fenêtre sur d'autres univers, imagination fertile, où vous en déduisez ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, et puis pour les amis qui sont là sur l'avant-première du samedi soir, mettez dans le chat ce que vous pensez de ces visages que l'on voit comme cela sur ces photographies. Ouais, et même déjà, je trouve que la lumière sur le cœur de Jésus, là, elle est magnifique, cette lumière. Où il montre, parce qu'en principe, là, il montre son cœur. Oui, on pourrait même presque y voir une forme de cœur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très joli. Hein. Tout à fait. Donc Florinette, eh bien, on flirte parfois avec le paranormal. Et donc toi, tu avais été intrigué par cette histoire qui nous est arrivée il y a quelques années quand j'étais sur BTLV avec l'équipe de BTLV, que j'avais raconté donc, dans la première saison Mimi numéro 9. Et tu es tombé sur une vidéo. Ouais, vraiment étonnante parce que mais j'ai pensé de suite à ton histoire, à ce fantôme météorologique du Père Lachaise, comme tu l'as appelé, parce que ce qui est arrivé en Italie, je crois que c'est en Italie, ben, c'est un peu la même chose. Et tu vas voir, je vais partager la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, Florinette? Alors, ben, tu vas voir sur cette vidéo, il pleut à un seul endroit, juste à une toute petite partie de la rue, il pleut. Comme pour toi, pour ton histoire, où la pluie vous a suivi, je crois. Quand vous traversiez la rue, et ben là, cette pluie, elle tombe juste à un seul endroit, c'est au milieu de la rue. Et ça vient pas du tout d'un immeuble, comme on va pouvoir le voir dans cette vidéo. Alors, je la lance. Voilà. Donc voilà, il pleut juste là. Ouais, là, on voit bien les gouttes. Effectivement, pas avant, pas après. Voilà, il montre. Ah, parfait. Il montre bien en haut. Là, on comme voit quoi la on n'est police pas. qui s'est arrêtée parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Tu m'étonnes. Et puis on voit, ça vient pas d'un balcon. D'abord parce que c'est juste au milieu de la route. Même tout le monde s'arrête parce que Ouais, tout c'est le monde s'arrête, il n'y a personne qui étonnant. comprend, ouais. Ouais. Personne ne comprend. Même lui, le policier, bah, il va sortir pour sûrement pour regarder un petit peu de plus près. Voilà, les gens là, ils ne sont pas mouillés. Ils sont vraiment mouillés au milieu. Mm, mm. Ah ouais, on le voit bien, ils se mettent bien là, ils regardent en haut. Ouais, les gens filment et ils comprennent. Moi, je trouve ça extraordinaire. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais voilà, c'est ça que tu as vécu. Ouais, Oh, on voit complètement. bien que ça Ah ouais, peut. c'est complètement ça. Alors moi j'avais trouvé une explication un peu scientifique à l'époque sur la chose, comme quoi effectivement il pouvait y avoir un phénomène météorologique très rare qui faisait que la pluie pouvait tomber effectivement à un endroit, mais là on voit bien, c'est concentré sur un mètre carré et ça tombe pas ailleurs, tu vois, c'est pas comme si la pluie tombait sur tout un village. Ou alors derrière il y a un pompier là avec un. Ouais, c'est ça. Les gens s'approchent, tu vois qu'ils sont pas mouillés, qu'ils tendent la main et puis ils se disent, ah mais ouais, mais ça tombe vraiment au milieu, quoi. Parce que tu pourrais te dire, bah, si ça s'approche de l'immeuble, tu dis, ouais, bah, c'est quelqu'un avec un balcon qui. Mais là, on voit bien que c'est tout au milieu de la route. Et ça, c'est génial, quoi. Ça, c'est vraiment un phénomène insolite. Et c'est cool parce que au moins ça crédite. Je ne suis pas fou. C'est ça. C'était bien un truc de dingue qui nous était arrivé, mais non, mais c'est vrai parce qu'au bout d'un moment tu te dis mince, tu vois, quand le temps passe comme ça, tu te dis mais je l'ai peut-être rêvé, je l'ai peut-être, tu vois, on a peut-être imaginé, on s'est peut-être fait un film, etc. Et le fait que ça se reproduise comme ça ailleurs dans le monde, moi je trouve ça génial.
Bon, eh ben écoute, super trouvaille. Ça me rassure. Merci, Frédéric. Tu n'es pas fou. Je ne suis pas fou. C'est décidé. Eh bien, écoute, moi, je vais parler d'un sujet d'actualité là, qui est un petit peu chaud en ce moment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, ça se passe sur notre belle planète, dans une zone qui s'appelle la zone d'activité de Montauban. D'accord. Et ce n'est pas dans le sud de la France, c'est en Bretagne, à Carnac, Mhm. où il y a la construction d'un monsieur bricolage qui fait une polémique du tonnerre de Dieu. Pourquoi? Alors, là, la photographie satellite doit dater un petit peu parce que aujourd'hui les travaux sont bien avancés. Mais il s'avérerait qu'il y a sur cette zone 39 petits menhirs qui auraient été découverts Mhm. et saccagés, détruits, Oh là là. pour pouvoir permettre la construction de Monsieur Bricolage. Allez, on va regarder ce qu'en disent les titres de la presse. Donc, vous allez le trouver vraiment dans tous les titres de la presse. Là, j'ai pris par exemple l'Éco-républicain, parce que c'est l'un des rares, c'est ça qui est marrant en plus, c'est que il y a beaucoup de titres qui indiquent qu'en Bretagne, 39 menhirs ont été détruits pour construire un magasin de bricolage. Et il y en a très peu en fait qui mettent en premier titre, comme ça en grand titre, le nom du magasin de bricolage. Parce que très clairement, enfin, vous ferez ce que vous voudrez, hein, mais moi je pense que dorénavant, je boycotterai Monsieur Bricolage, hein, qui ne Bah oui, respecte quand même. pas un certain nombre de choses. Donc, à Carnac, des menhirs classés sur la liste indicative de l'UNESCO ont été détruits pour l'implantation d'un magasin de Monsieur Bricolage. Euh, De quoi? la polémique grandit, forcément. Sur Carnac, c'est mondialement connu en plus pour ses menhirs, et ils n'ont pas fini d'en découvrir, hein. Et la commune a autorisé donc la construction de ce nouveau bâtiment de Monsieur Bricolage, parce qu'il y en avait un qui se trouvait avant sur rue des Druides, je crois, et qui a été donc, comme il était trop petit, ils ont voulu le déplacer. Et malgré le fait que alors, les menhirs n'ont pas été découverts au moment en plus de la construction, ni après l'octroi du permis de construire, hein. C'est-à-dire que dès 2010, ils avaient déjà identifié le fait qu'il y avait ces petits menhirs. Alors, moi, je vais vous lire un petit peu comment se défendent et le maire et Monsieur Bricolage, quoi. Ça fait rire. Alors, de son côté, le maire de la ville, Olivier Lepic, assure ne pas être au courant du placement de la zone concernée sur l'Atlas des patrimoines de ces petits menhirs. Il évoque d'ailleurs un permis de construire accordé par la mairie et les services de l'État et estime avoir respecté scrupuleusement la législation. Et c'est là où c'est drôle, alors qu'il est lui-même président des paysages des mégalithes, l'association qui porte le dossier de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il invoque une erreur dans la mise à jour du plan local d'urbanisme. Ouais. Et bien sûr, il rejette la faute sur la DRAC qui avait inscrit le lieu sur l'ancien plan d'occupation des sols, mais pas sur le nouveau plan d'urbanisme. Oui, forcément. Et le gérant donc, de Monsieur Bricolage, hein, Stéphane Doriel, dit moi, je ne suis pas archéologue, je ne connais pas les menhirs. Et en fait, il y a une faute là, dans le texte, c'est je ne reconnais pas les menhirs démurés. Et il en existe partout des murets qui ressemblent à des menhirs. Donc si on avait su ça, forcément, on aurait fait autrement. Alors, sachant que la personne là, qui montre vraiment, euh, comment dire, qui monte vraiment la mayonnaise autour de cette affaire, il le dit clairement. En plus, ils ont construit le bâtiment pas là où étaient implantés les menhirs. Les menhirs, ils sont même pas sur la zone de construction du bâtiment, ils sont à l'extérieur. Donc, ils auraient pu très bien aménager une zone pour justement, tu vois, les mettre en valeur, etc. Bah oui.
Bah oui, au Alors, contraire, ça aurait été bien. bah oui, ça aurait été bien. Mais non, non, non. Alors, qui est coupable là-dedans? Qui est coupable? Ben, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu tout le monde qui est coupable. Bah Ben, ouais, ouais. déjà, effectivement, j'ai fouillé, Mhm. j'ai été voir. On peut tout à fait retrouver sur le site de la mairie de Carnac un lien qui emmène vers le registre dématérialisé, où il y a une présentation du projet euh, de création de cette enseigne, Monsieur Bricolage, qui a été faite en bonne et due forme, qui en plus euh, était en PPVE, c'est-à-dire que le public, donc, et entre autres les habitants de Carnac, pouvaient voter, voilà, pouvaient participer à la procédure par voie électronique. Donc, voilà, c'est pas comme si les habitants de Carnac avaient été pris au dépourvu. Mhm. Donc, tout a été scrupuleusement respecté. Alors déjà, un petit clin d'œil, moi je trouve, qui est très drôle dans cette histoire, ce sont les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire ceux Ouais, qui ont porté le projet. SCI des Menhirs et SAS Brico Dolmen. C'est drôle quand Non, même. franchement, ouais. Hein, et donc après, quand vous cliquez ici sur les documents officiels, hein, vous allez avoir donc effectivement les avis des collectivités. Donc on peut se dire, bon, on est en Bretagne, ils sont quand même tous sensibilisés, c'est quand même le fou que nous qui ne soyons Au pas en Carnac. Bretagne, on soit plus sensibilisés que les Bretons eux-mêmes, quoi. Ouais, bien Donc sûr. déjà, on ne comprend pas pourquoi les habitants de Carnac n'ont pas réagi avant, Mm. hormis une petite poignée. Euh, et pourquoi après, eh bien, la région, quoi, tous ceux qui étaient concernés par le patrimoine. Allez, on va regarder un petit peu les documents. Voilà. Bon, il y a 4 documents, je vais en monter 3 parce que les 2 derniers sont quasi identiques. Donc déjà, on a la mission régionale d'autorité environnementale de Bretagne. C'est-à-dire que logiquement, ils sont sensibilisés, hein, Bah oui, bien sûr. au sujet. Eh bien, la mission, la MRAE Bretagne, bah, tout simplement, elle dit qu'elle n'a pas pu étudier dans un délai de Mhm. 2 mois imparti le dossier mentionné. En conséquent, et conformément à l'article du Code de l'environnement, elle n'a pas formulé d'observation concernant le dossier. Mm. Bah, j'ai pas eu le temps. Ah non, j'ai pas eu le temps. Donc, Donc, ah ouais, non, mais c'est donc n'importe voilà, écoutez, vous faites ce que vous voulez. quoi. C'est ça. On n'a aucune observation à faire. Bon, ben voilà. Eux, au moins, c'est fait. C'est qui le responsable de tout ça? C'est Monsieur Virouleau. Alors, c'est le président de la MRAE Bretagne. Alors, je sais pas Mhm. si c'est pas lui, si c'est lui qui a pas fait son taf ou si effectivement ils sont sous l'eau et ils n'ont pas pu l'étudier. Mais dans ces cas-là, Ouais, mais on tu, fait tu pas prends le ça. temps de l'étudier, tu reportes la décision. Bah Quoi, bien sûr. surtout, c'est un peu leur job. Bon. C'est Donc, vraiment. forcément, la commune, eh bien, elle accorde, hein, elle dit, vu que la MRAE a dit qu'elle n'a pas pu étudier le dossier, que, euh, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, ça Que devrait même pas être autorisé. Si elle n'a pas pu étudier le dossier, c'est ben oui, reporté. mais ben non, il y a un article, l'article R1226 ou 1226 du Code de l'environnement qui dit, ben, si vous n'avez pas pu étudier, ben, c'est tant pis. Voilà, c'est facile, hein, comme ça. Bah ouais, c'est Voilà. facile. Vu que la participation du public par voie électronique, la PPVE, n'a pas non plus mis son veto, vu que la commission de l'urbanisme, ça a été OK aussi, bon, ben, ils ont donné leur accord. Donc Mais effectivement, Olivier c'est Le pas un Pic, site en soi, protégé, je comprends pas là. C'est pas protégé les menhirs. si, logiquement, c'est protégé par la DRAC. Et comme la DRAC l'a pas mis sur le bon plan d'urbanisme, Ouais, non. allez, deux autres. Alors il y a l'avis alors Auré-Quiberon, Terre Atlantique et le pays doré, ils ont exactement, c'est quasi le même message, hein. Donc j'ai l'honneur de vous transmettre la décision, blablabla. Euh, L'étude d'impact n'appelant pas de remarques de notre part. Hmm. L'étude d'impact, il n'y en a pas eu, donc forcément il n'y a pas Bah non. de remarques. Hmm. Voilà.
Et il précise quand même que c'est quoi, cette extension du magasin, elle est suite au fait que il y a une grosse demande sur la zone, hein, d'avoir une zone plus importante de Monsieur Bricolage. Donc finalement, Monsieur Bricolage répond, si on veut vraiment se faire l'avocat du diable, hein, répond aux besoins de la population. Et comme la population n'a pas réagi à cette construction, Mhm. alors après, on va peut-être dire qu'ils n'étaient pas au courant non plus, hein. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu aussi assez d'appels pour ce vote électronique, de faire ce vote? Peut-être que tout le monde n'était pas au courant, hein. Ah oui. Tu vois, considérant que l'effet de ce projet sur l'animation de la vie urbaine apparaît positif et que le projet est compatible avec les prescriptions du SCOT quant au respect des surfaces de vente, etc. Blablabla. Bon, Ouais. bah, je suis pas sûr que Monsieur Leray, il ait bien anticipé le caractère positif. Alors peut-être effectivement sur les habitants de Carnac, mais sur le reste du monde, Mhm. on est plutôt en colère et je pense que tous mes amis, je pense à Eric Le Saint, tous ceux qui étudient Mhm. les menhirs comme Howard Bien Crust, sûr. etc. Je suis pas sûr qu'ils soient super ravis de ce genre de décision. Voilà. Surtout, encore une fois, ils n'ont pas construit sur ce muret de menhir. Alors effectivement, c'était pas des pierres levées de 2,50 m, mais Non, mais ça restait quand même. quand même, voilà, Hein. c'était sûrement ancien. Ah oui, oui. Voilà. Donc voilà, c'est mon On petit n'aurait coup de pas dit. gueule. Et personnellement, eh bien, je lance au boycott de Monsieur Bricolage. Voilà, ça fera les pieds à Monsieur Bricolage. Bah oui, Bien, allez où on va vous y aller. voulez. Voilà. Mm. Non, mais à un moment donné, si tous les citoyens font ce genre de démarche, voilà, peut-être que ça fait plier ce genre d'entreprise qui aussi, c'est pareil, ce sont des Bretons, ces mecs-là, ils savent quand même Mais que ouais, puis c'est leur les gens sont. histoire quand Mais même. oui. Enfin, je sais pas, c'est incompréhensible ça. Voilà. Bon, les amis, vous en pensez quoi? Hein, j'espère que ça vous a un petit peu énervé aussi. Mm. Voilà. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Voilà pour ma petite histoire, mon petit coup de gueule. Il y avait longtemps, je n'avais pas fait de petit coup de gueule, mais Non, mais voilà, là, ce sont c'est ce genre de choses bien. Ouais, ouais, qui ouais. m'agacent. Voilà, ouais, tout à fait. Allez, Florinette, toi, tu vas nous parler de toute autre chose. Tu vas nous faire la pluie et le beau temps avec une machine. Quelle est Oui, cette une machine? machine, ouais, une drôle de machine. Ben, j'ai découvert cette machine dans la revue Parascience numéro 126. Et c'est en fin de compte une machine qui ferait la pluie et le beau temps. Et donc, c'est Willem Reich qui a mis au point cette machine. Et donc, Willem Reich, c'était un médecin psychiatre et était également le jeune collaborateur de Sigmund Freud. Et dans les années 50, il a inventé donc une machine qui porte le nom de Cloudbuster, qui veut dire brise-nuage, pour agir sur le climat. Donc, il a obtenu d'excellents résultats. Et donc avec cet appareil. Et après sa mort en 57, d'autres expérimentateurs ont amélioré sa technologie pour faire pleuvoir dans des lieux vraiment improbables. Et William Reich, grâce à cet appareil, a fait pleuvoir donc dans des régions arides et un petit peu partout. Mais cet appareil était aussi capable de repousser les tempêtes. Il faisait donc la pluie et le beau temps. Et en fin de compte, son fils a écrit un ouvrage qui relate les expériences de son père. Et cet ouvrage s'appelle À la recherche de mon père. Et il décrit dans cet ouvrage le plaisir qu'ils prenaient ensemble à faire pleuvoir grâce au Cloudbuster. Et donc, la chanteuse Kate Bush, qui découvrit ce livre, lui inspira une chanson en 1985 qu'elle a appelée Cloud Busting. Donc là, voilà, dans ce clip, euh, elle explique un peu les mésaventures qui est arrivée à l'invention et à son concepteur, Willem Reich. Et on voit un petit peu, voilà, la machine Cloudbuster. Enfin bon, ça, je pense que c'est plutôt une maquette, quoi. Parce qu'en fin de compte, il faut savoir que William Reich a été emprisonné à la suite d'expériences jugées trop audacieuses et il est mort au pénitencier de Leavesbury.
alors qu'il Ah espérait oui, sa carrément. libération. Ah ouais, ouais. Il serait, paraît-il, mort d'un arrêt cardiaque selon l'acte de décès. Paraît-il, hein. C'est resté encore très mystérieux. Et son fils Peter avait 13 ans, n'avait que 13 ans. Ouais, c'est Donc par la surprenant. suite, ouais, c'est... Et voilà, on voit, bon ben là c'est un montage, mais je vais vous montrer vraiment la machine. Parce que par la suite, d'autres ont repris donc les expériences, dont deux chercheurs qui ont expliqué plus en détail le fonctionnement de l'appareil, comme on peut le lire dans le magazine Parascience. C'est Jean-Michel Grand-Cyr qui a écrit l'article. Et donc, en 1940, au bord d'un lac du Maine, Wilhelm Reich avait remarqué que le fait de pointer un long tube de métal vers la surface de l'eau semblait affecter le mouvement des vaguelettes. Donc, il se servit 12 ans plus tard. Donc, je vais vous montrer déjà l'appareil vraiment le vrai. Bon, ça fait un petit peu, comment dire, un canon, quoi. C'est comme un canon. Donc, il se servit 12 ans plus tard de cette observation pour monter une batterie de plusieurs tubes métalliques de 3 mètres de long et de 4 centimètres de diamètre environ, reliés à des tubes métalliques flexibles plongés dans l'eau d'une source profonde. Il pointa l'ensemble des tubes vers les nuages d'or, qui s'appellent Deadly Orgone, qui veut dire l'orgone mortel, et l'effet fut instantané. Les nuages noirs commencèrent à diminuer et le brise-nuage, par l'intermédiaire de ces tubes métalliques, met en contact la partie du ciel vers laquelle il est pointé avec le système orgonautique, donc le système l'énergie la plus forte, auquel les flexibles sont reliés et qui sera de préférence une source d'eau courante. Parce que pour William Reich, l'énergie de l'orgone est une énergie cosmique primordiale. On voit qui est libre de toute masse et qui circule aussi à travers chaque organisme comme une force vitale. Parce qu'il avait même réussi, grâce à ça, à fabriquer une machine qui pouvait guérir du cancer. Donc ça, c'est pour ça, à mon avis, qu'il a été emprisonné et on connaît voilà, le destin, hélas, de tous ces chercheurs. L'eau, en effet, donc, attire et retient l'orgone, donc cette énergie, et comme le souligne Reich, le paratonnerre fonctionne de manière analogue en captant la décharge électrique atmosphérique et en la conduisant dans le sol qui constitue le potentiel électrique le plus haut. Cependant, à la différence du paratonnerre, le brise-nuage pompe l'orgone atmosphérique lentement par l'intermédiaire de tubes creux. Alors, il y a aussi le docteur James DeMeo, qui est un ancien professeur de géographie, qui a repris les travaux de Reich, de Dr Reich, et qui a donc, lui, il est directeur du laboratoire privé de recherche biophysique sur les orgones, et il entreprend depuis plusieurs décennies des expériences sur le terrain et des applications de la machine à nuages de Reich. Parce qu'à l'époque, le docteur DeMeo, lui, il s'intéressait à la sécheresse, parce qu'il avait vu des reportages qui l'avaient beaucoup touché en voyant des animaux et des enfants affamés à cause de la terrible sécheresse qui sévissait en Afrique. Et comme il étudiait donc à cette époque la façon de lutter contre la sécheresse et en constatant que les approches orthodoxes ne permettaient pas de faire grand-chose, il s'est donc décidé de faire une étude plus approfondie sur cet appareil. Et c'est là qu'il a vu que ce dispositif produit des augmentations spectaculaires du pourcentage de couverture nuageuse ou inversement. Et ceci généralement dans l'heure ou dans les 2 heures suivant le début de l'opération. Alors, comme il le dit, alors je vais vous le lire, c'est toujours sur Parascience. Donc, avec le Cloudbuster, nous disposons d'un moyen de revigorer et de mobiliser l'énergie atmosphérique et donc de restaurer la pulsation énergétique. Une fois que c'est fait, comme on redonne des battements de cœur à quelqu'un dont le cœur s'est arrêté, les cycles naturels de pluie reprennent et nous rangeons notre équipement sans faire de travail supplémentaire. Il n'est utilisé que pour de brèves périodes. Parce que sinon, après, on peut se dire, ouais, alors ils peuvent déclencher des ouragans, ils peuvent jouer aux apprentis sorciers. Non, c'est comme si que, quand il y a des États qui sont vraiment atteints de sécheresse, qui était déjà arrivé en Israël, je crois qu'il y a eu une sécheresse durant 3 années, il redonne un petit peu une pulsation à la Terre, à l'énergie de la Terre, grâce à cet appareil, pour que la pluie puisse revenir. Et donc aujourd'hui, il y a d'autres expérimentations qui ont vu le jour autour de l'orgone et des cloudbusters d'un type nouveau,
plus ces gros tubes qu'on voyait à l'époque, en 1950, sont apparus sur le marché, comme on va le voir dans une vidéo que j'ai découvert récemment et que je vais donc vous partager. Donc là, c'est 2 jeunes qui ont décidé de construire leur cloudbuster. Donc je vais avancer, hein, parce que la vidéo, elle dure quand même assez longtemps. Et donc, vous allez voir que donc là, il montre la machine, voilà, il y a donc il y a l'orgone qui est juste en haut, voilà la pyramide. Donc voilà, bon, c'est vraiment rudimentaire. Et donc, on va voir un peu plus loin. Donc, je vais avancer. Voilà. Il montre le temps qu'il fait. Ah mince, voilà. Voilà, il montre le ciel. Donc là, c'est vraiment très nuageux. On voit que c'est bien couvert. Ensuite, on va le voir avec son briquet. Il va nous montrer qu'il n'y a pas du tout. Donc, on voit bien, hein, que c'est vraiment une couverture très, très nuageuse. Et il va nous montrer avec son briquet, bah, qu'il n'y a pas du tout de vent. Ou très peu, on va dire. Mais là, bon, on ne voit pas vraiment que la flamme bouge. Voilà. Et là, donc, il va commencer à faire son expérience. Donc, il va démarrer la machine. Donc, je vais avancer. Donc, il nous montre, voilà, qu'il est 10h18. Donc, comme il disait, hein, donc, le docteur Déméo, qu'il faut très peu de temps pour que les orages se dissipent. Que les nuages se dissipent. Donc, voilà. Voilà, il a commencé. Bon, on a vu, hein, ça Ouais, commence. il y a déjà un trou effectivement dans les nuages. Ouais, oui, ça va très vite. Ça va très, très vite. Donc là, moi, je vais avancer un petit peu, puisque bon, c'est quand même une sacrée couverture nuageuse. Voilà, petit à petit, on va voir. Voilà, juste au-dessus. Donc le temps, voilà, juste au-dessus de sa machine, le temps. Ça fait c'est ça, ça Ah, fait un trou. par contre, son Et briquet, là, oui, voilà. Là, la il flamme, commence la là. flamme. Bah oui, parce que je pense que ça doit déclencher le vent en même temps. Mhm. Donc lui, sa machine tourne toujours. Ouais, mais ce qui est cinglé, voilà, c'est qu'il y a juste un mini verre d'eau. Voilà, mais c'est ça, c'est vraiment, c'est plus du tout la machine qu'on vient de voir de Wilhelm Reich, hein. Ça n'a plus rien à voir avec cette machine qu'on dirait même des canons qui pointent vers le ciel. Et donc, bah, je vais vous avancer un petit peu plus et on va voir, hop, toujours le temps qui est de plus en plus beau. Donc, hop, voilà, ça tourne toujours, hein. Vous allez voir le ciel, voilà, voilà, de plus en plus dégagé et qu'en espace on va dire que là, ça a duré, bon là, il filme oui, en temps réel, donc voilà, 15 minutes. Voilà, 10h42. On était à 10h18 tout à l'heure. Voilà, regardez le ciel. Et ça a commencé vraiment au-dessus. On voit bien encore qu'il y a encore les nuages qui entourent. Ça a vraiment commencé au-dessus de sa machine. Mhm. Pour arriver, vous allez voir à la fin un ciel tout bleu. Donc on voit vraiment cette machine qu'il a construite. Voilà. Et ça, c'est vraiment étonnant. Et c'est Ouais, William, ouais, William, c'est Willem, pas impressionnant, William. ouais. Hmm. C'est impressionnant, ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Voilà, donc ça, voilà, je voulais vraiment vous faire partager parce que cette vidéo, elle est très récente. Et dès que je l'ai vue, bah, j'ai pensé à cet article que j'avais lu. Donc voilà, quoi. Ça se termine comme ça. Il se termine où voilà, on Ok. voit, bon, c'est fini, comme le ciel est d'un bleu éclatant. Et voilà, moi, ça m'a vraiment étonnée. Et puis, Donc cette machine, aussi bien elle peut dissoudre les nuages, si j'ai bien compris, mais aussi bien elle peut provoquer la pluie. c'est ça, tout à fait. C'est ça, elle peut faire les deux. Elle peut faire les deux. Elle peut faire les deux. Ouais. Et donc, on pourrait lutter contre la sécheresse ou contre les inondations.
Oui, ou contre les orages de grêle. C'est clair que tous les viticulteurs qui sont dans ta région, là, c'est le genre d'appareil quand on voit le nombre de millions qui dépassent, de milliers d'euros qu'ils dépensent pour mettre des chandelles, ou pour protéger tu sais, d'orages de grêle, etc. Bah là, effectivement, c'est parfait. Mais, alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis, hein. Est-ce que c'est de la vraie technologie? Est-ce qu'on est dans l'apprenti sorcier? Ou est-ce qu'au final, on a l'impression d'être une société tellement avancée qu'on n'a encore qu'on n'a plus rien à trouver, alors que en réalité, quand vraiment on creuse du côté de Tesla, du côté de ce monsieur-là, du côté quoi, il y a tout un tas d'inventeurs du XXe siècle qui ont été muselés finalement parce que leurs inventions offraient finalement trop de puissance, trop de possibilités pour pas grand-chose. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça dérange. C'est sûr que ça dérange. De toute façon, c'est pour ça qu'il est parti, enfin, qu'il est parti en prison et puis qu'il est mort là-bas. Il serait jamais sorti, cet homme. Ouais, c'est cinglé. Et tiens, je vais te raconter une petite anecdote que nous avait raconté Nino Ferrer, le chanteur. C'était en 1991, j'avais été le voir l'un de ses derniers concerts au Francopholies de La Rochelle, je crois que c'était 91. Et il a une chanson qui s'appelle La danse de la pluie. Et du coup, il nous raconte le contexte de cette chanson, pourquoi est-ce qu'il a écrit cette chanson, La danse de la pluie. Et tout simplement, il explique que lui, il habitait, je crois que c'était dans le Lot, hein, et un été, il faisait extrêmement chaud. C'était la canicule, pas d'eau depuis des dizaines de journées, voire des semaines. Et avec tout un groupe, dont je pense qu'il y avait un Amérindien qui était là, et ils ont fait une danse de la pluie. Eh bien, alors après, voilà, on le croit ou on le croit pas, hein, mais ce qu'il nous racontait, c'est que, eh bien, suite à cette danse de la pluie, c'était pas 3 jours après ou 10 jours après, hein, c'était limite dans les 2 heures qui suivaient la danse de la pluie, alors que c'était une sécheresse et que tous les météorologues prévoyaient 0 goutte de pluie à ce moment-là. Il a plu bien au-dessus d'eux. On boucle, hein, finalement avec, avec ton premier sujet. et voilà. Et il a plu au-dessus d'eux de façon miraculeuse, mais en définitive, il n'y a rien de miraculeux dans tout ça si on interprète un petit peu la machine que tu viens de nous présenter, qui est à la base d'ondes, hein, tout simplement. Voilà, c'est une espèce d'énergie ondulatoire qui est envoyée, et puis alors après, les mécanismes là-haut, comment ça se passe, je n'en sais rien. Mais voilà, tu sais, ce genre de petites fables dont on nous contait dans notre jeunesse, oui, la danse de la pluie des Indiens, etc. Ouais, puis il y avait même des bâtons aussi. Enfin, je crois qu'en Afrique, ils font bouger une sorte de bâton qui, où on entend, enfin, je veux dire, qui imite le bruit de la C'est pluie. ça. Les bâtons de pluie, ouais, tout à fait. Voilà, les bâtons de pluie, ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a des systèmes. Bon, ben, celui-ci, c'est autre chose. Mais bien sûr, après, on va dire qu'il y a des personnes qui vont jouer aux apprentis sorciers, qui vont mettre ça trop longtemps, que ça peut faire des tempêtes ou déclencher des cyclones. De toute façon, il y a toujours des personnes qui vont au-delà de la limite. Mais lui, il dit bien, ce docteur Déméo, que voilà, que quelques heures, c'est vraiment redonner une pulsation pour ne pas subir le dérèglement, parce qu'en fin de compte, c'est avec toute la pollution qu'on peut envoyer dans l'atmosphère, le climat se dérègle, et donc pour lui, ça l'aide à redevenir, à retrouver un équilibre. Donc Ok. moi, j'ai trouvé ça assez vraiment étonnant. Non, c'est une belle histoire, et puis en plus, pour le coup, j'en avais jamais entendu parler. Donc c'est très très intéressant. Merci Florinette. Et en plus, ça me permet de faire une transition parfaite avec un autre apprenti sorcier. Pour le coup, lui, c'est un vrai apprenti sorcier. Je voulais en parler la semaine dernière, mais vous savez que Michel Rousseau, on avait déjà fait une émission d'1h30, donc j'allais pas en rajouter. Eh bien, cet apprenti sorcier, vous le connaissez tous, hein, c'est Elon Musk. Donc, implants cérébraux sur des humains, Neuralink, donc la société d'Elon Musk, a le feu vert pour faire ses tests. Ça y est, là, c'est tombé
C'est tombé fin mai, le 25 je crois. Ah, j'avais la date tout à l'heure, je l'ai perdu, tant pis. Voilà, en tout cas c'est tombé fin mai, le 26 mai je crois. Il peut maintenant, il va pouvoir utiliser, vous savez, sa fameuse micro puce là, qui a la taille d'une pièce d'1 euro. Eh bien, il l'avait testé sur des animaux. Et visiblement, ça fonctionnait bien. Maintenant, il va pouvoir le tester sur les hommes. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et effectivement, quand on en discute autour de soi, on se dit ouais mais c'est vachement bien, il y a des handicapés qui vont pouvoir effectivement retrouver une mobilité, retrouver la parole, retrouver tout un tas de choses. Et c'est vrai, et c'est vraiment vrai que pour ces gens-là, c'est tout à fait génial. Mais est-ce que ça va s'arrêter à cette catégorie de personnes? C'est toujours le problème. Hein. Bah, en tout cas, c'est pas son objectif, hein, à Musk. Hein. Il le dit clairement que l'humanité, grâce à ce genre de puce, ça permettra à l'humanité d'entrer en symbiose avec l'intelligence artificielle. Il le disait déjà dès 2020, et son objectif, en fait, c'est de faire des surhumains capables de réfléchir plus vite, d'être beaucoup plus productifs, parce que c'est ça derrière, hein, l'idée de Musk, hein, c'est de pouvoir augmenter la productivité de l'humain en la boostant. Alors là, on pourrait se dire aussi, bon, c'est génial. On va devenir des espèces de surhommes, avec juste un implant comme ça dans le cerveau, et puis ça va améliorer, ça sera un nouveau stade de l'évolution humaine. Bah non, c'est pas. Effectivement, pour les paralytiques, pour tous ceux qui ont des problèmes, oui, ça c'est une avancée, mais après, pour le reste. Est-ce que tu l'as vu ce film? Est-ce que ça te parle? Johnny Mnemonic avec Keanu Reeves. Ah non. Bon, il date de 95. Hein. Donc tu vois, c'est un sujet qui est pas si jeune que ça, hein, l'implant. Ah bah non, c'est sûr. L'implant cérébral. Bon, ben voilà. Si vous le connaissez pas, si vous l'avez pas vu, moi je vous le conseille. Hein, ça vous donnera tout de suite cette idée de dérive par rapport à cet implant cérébral. Comme on le montre à chaque fois avec les avancées technologiques, avec les avancées de l'IA, etc. Mais même par rapport à ce que tu nous as présenté tout à l'heure, en définitive, hein, où l'invention peut être géniale, parce qu'effectivement, ça peut apporter de l'appui pour les pays qui n'en ont pas, et ça peut défaire des orages pour les pays qui en ont trop. Mais au final, ça pourrait servir aussi d'arme contre des pays belligérants qu'on voudrait noyer sous des hectolitres d'eau. Tu vois, ou créer des... Se transformer après en appareil de guerre. Puis même, moi, des fois, je me dis, mais imagine si tout le monde avait cette machine à modifier le temps. Alors, il y en a qui va dire, bah non, moi, je veux de la pluie, bah non, moi, je veux du soleil. Ça fait quoi si on met tous ensemble cette machine? Ça va donner quoi? Là, on risque vraiment de dérégler le temps. C'est ça. Et donc là, ça donnerait quoi si tous les humains étaient pucés? Voilà, c'est ça. Hein, alors, potentiellement, individuellement, ce serait peut-être génial, effectivement, il n'y aurait même plus besoin d'apprendre quoi que ce soit à l'école. Hein, tiens, hop, je me charge rapidement la géopolitique de l'Italie parce que je pars en Italie en vacances avec toutes les cartes routières, les trucs à visiter, machin. Voilà. Puis j'ai oublié de me charger l'italien. Voilà, maintenant c'est bon, je parle italien parce que j'ai un Google Translate qui va me traduire immédiatement ce que tu vois. Ouais, tout à Donc, fait. ça va être génial. Dans l'absolu, c'est génial. Bah oui, non, mais bien, oui, bien sûr. Mais enfin, moi, ce qu'il faut, c'est que moi, dès qu'on parle de puce, moi, je pense corps étranger. C'est quand même un corps étranger qui est dans le corps. Donc, le corps, il peut très bien la rejeter. Bah, puis alors que le corps la rejette, pas forcément. C'est possible, mais c'est pas. Je pense pas que ça soit ça le plus dangereux. C'est surtout qu'à la base, ces puces-là, je rappelle, l'idée, c'est de pouvoir faire bouger les membres de gens paralysés. Donc c'est de pouvoir donner à nos neurotransmetteurs des ordres pour pouvoir finalement ceux qui sont en état d'handicap, de pouvoir leur redonner effectivement cette capacité que l'on a nous. Mais
mais voilà, une fois qu'on s'est dit ça, on sait très bien que tout ce qui est informatique, tout ce qui est électronique, tout ça c'est hackable. Donc on peut le pirater, on peut en avoir le contrôle. Et ça permet de faire après sûrement des armées de zombies humains. Ouais, puis avec les ondes, ça va donner quoi? Ah c'est ça. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez. Alors ça, déjà ça marche bien, effectivement, là le singe, je sais pas si on a la vidéo dans le coin, qui joue grâce à l'implant qu'il a, il joue à Pong, hein, et puis à chaque fois qu'il joue bien, il y a une petite récompense. Voilà, ça marche super bien. Mais Mais c'est-à-dire, il a juste à regarder le jeu et ça marche? Il commande par la pensée? Il commande par la pensée, tout à fait. Ouais. Et tout simplement, tu vois, voilà, avec les yeux, il regarde. Et puis à chaque fois qu'il gagne, hop, une petite giclée de milkshake banane, et puis voilà. De toute manière, c'est pareil, c'est comme la nouvelle sortie d'Apple, avec le casque de réalité virtuelle. Ah oui, ouais, mais ça, ouais. Alors là aussi, c'est dans l'absolu, pour tous les geeks, c'est génial. Mais on nous déconnecte de plus en plus de la réalité. Et on a l'impression de plus en plus d'être dans une matrice. Voilà. C'est ça. Peut-être qu'on y est déjà. Donc voilà les amis, eh bien c'est encore cette belle émission. On a fait plus d'1 heure en compagnie Florinette. Le temps est passé très très vite. En tout cas, on a appris plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses en ta compagnie, Florinette. Je suis super content. Bah, moi aussi. Plaisir partagé. Exactement. Donc on te retrouvera à la rentrée sur la chaîne maintenant, parce que c'est bientôt l'été. On va passer en mode plus light. En tout cas, voilà, on apprécie énormément toutes tes interventions et les invités que tu nous permets de découvrir. Oui, alors il y a aussi une petite actualité quand même qui te concerne, qui est importante. C'est à travers ton association, tu vas organiser une série de conférences. Voilà, c'est ça. Fin 2023 et puis année 2024. Donc, je vais effectivement organiser des conférences sur Audange. Sur Audange. Et puis, bah, ça va être une grande première déjà pour la ville, puis pour moi aussi. Donc, non, non, je suis très heureuse de pouvoir lancer ça et puis en même temps, bah, de faire connaître aux gens bah, une autre façon de voir la vie, de voir le monde à travers les ouvrages bah, qui sont derrière moi ou les ouvrages que l'on retrouve sur mon blog, qui pourront soit emprunter ou soit louer. S'ils sont donc adhérents à l'association, bah, c'est des livres qu'ils pourront emprunter. Mais on n'est pas obligé d'être adhérent à l'association, on peut louer les livres qui nous intéressent. Et c'est des livres bah, qu'on voit pas vraiment en médiathèque, puisque c'est des livres sur le devenir de la conscience après la mort, c'est des livres sur l'énergie, sur les ovnis, sur les peuples autochtones. Enfin voilà, il y a différents sujets. En fin de compte, c'est tous les sujets que je traite sur mon blog, Les Lectures de Florinette, qui est ma vitrine, qui est la vitrine de l'association. ouais. Et est-ce qu'on peut avoir un petit scoop? T'as déjà des noms sur au moins les 2 premiers conférenciers? Même si- Alors, ben, j'en ai plusieurs. Donc, ben, j'ai le docteur Florence Pousset, il y aura Elisabeth Horowitz. L'année prochaine, bon, il y aura Tatiana Amelin qui va venir parler des EMI. Et puis, il y aura Jean-Marie Le Gall qu'on a reçu aussi sur ta chaîne, que j'ai reçu sur ta chaîne, qui va venir projeter son documentaire Les Mains de Lumière, parler de l'énergie de ses mains. Et, en principe, Jean-Jacques Charbonnier. ouais. Voilà, là, je suis très, très contente. Et puis ravie de le faire venir sur Audange. Et puis après, on finira l'année avec un excellent médium et voyant qui s'appelle Didier Giraud, que lui, il m'a vraiment bluffé. Et je suis aussi très ravie de pouvoir, j'espère qu'un jour, on pourra faire une émission avec lui, de pouvoir vraiment le recevoir. Bah écoute, ça sera avec plaisir, on en sera nous aussi tout à fait ravis. Donc voilà, vous avez compris, affaire à suivre sur les lectures de Florinette. Et puis bah, si vous êtes dans la région Aquitaine, même voire ailleurs, hein, vous pouvez faire le déplacement pour voir toutes ces conférences. Tu mettras le calendrier au fur et à mesure sur ton blog. Sur mon blog, oui, oui, tout à fait. Mm, mm. Tout à fait. Il faudra s'inscrire à la newsletter et puis j'enverrai
j'enverrai la newsletter aux À tout inscrits. le monde. Ok. Eh bien, Florinette, je te remercie. Merci d'avoir pris le relais aujourd'hui. C'était un plaisir de faire cette émission avec toi. Ben, merci à toi. Merci pour ton invitation. Ça m'a fait très plaisir aussi de passer ce moment qui a passé vraiment très vite. Ça, je confirme. J'ai même pas vu l'heure. Ouais, c'est ça. Ça passe à une vitesse de folie. Les amis, ben, moi je vous dis à la semaine prochaine avec Jérôme. On aura le plaisir d'inviter Marlène pour un festival qui est organisé dans le sud de la France cet été. Et aussi, comme on vous l'avait annoncé, Umberto Molinaro qui viendra nous faire une petite chronique des crop circles voilà, régulièrement dans l'émission. Et puis pour ceux qui sont sur Rouen ou dans la région, c'est l'Armada. Voilà, il y aura plein de bateaux. J'y serai dans le week-end sûrement. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Et puis, mais, bon, il y aura 6 millions de personnes, je suis pas sûr qu'on arrivera à se croiser, mais bon, sait-on jamais. Allez, à très bientôt. Bisous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao à tous. Au revoir tout le monde.